En manchette, aujourd'hui, Québec investit 839 000 en tourisme dans la Naudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites. Aujourd'hui, le 10 juillet. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Naudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, a annoncé donc aujourd'hui un investissement total de 839 365 $ pour soutenir le développement de l'offre touristique dans la région. Cette annonce a été faite en compagnie du directeur général de Tourisme Lanaudière, Denis Brochu, et du président de la Table des préfets de la Naudière, Sébastien Nadeau. La ministre Proulx était de passage donc dans sa région pour rencontrer des intervenants touristiques et économiques. Rappelons que le ministère a accordé une somme de 1,3 million $ à Tourisme Lanaudière dans le cadre de nouvelles ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme, ententes qui s'échelonnent jusqu'en 2025. Tourisme Lanaudière et les MRC de la région ont donc modifié cette enveloppe de 900 000 $ chacun, portant ainsi à 3,1 millions $ le montant disponible pour soutenir des projets de développement de l'offre touristique dans la Naudière. À la suite d'un premier appel de projet, 29 initiatives ont reçu un financement totalisant 839 365 $ grâce à cette enveloppe. Dans Dautré, la pourvoirie du Lac-Saint-Pierre a reçu 90 000 $, volet diversification de l'offre d'hébergement, et la ville de Lavaltrie pour une étude d'opportunité pour l'implantation d'un établissement hôtelier éco-responsable à Lavaltrie a reçu une somme de 13 693 $. On écoute un extrait de cette conférence de presse.
Sur ce, allons à la pause. En ce 10 juillet, voici les anniversaires. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Francine Coulombe, à Suzanne Champagne et à Manon Lefebvre. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 10 juillet, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. À Berthierville, la chapelle des Culs-de-Berre présente vendredi prochain un concert intime mettant en vedette l'artiste Yannick Rieu. Le titre de ce concert, Hymne d'Autré. Un concert intime, donc, M. Rieu, l'artiste, nous a accordé une entrevue, on l'écoute. Tu viens de la Gaspésie. Oui. Je m'en allais dire, tu as immigré, façon de parler, au Saguenay. Pratiquement, oui. Pratiquement, là, parce que... Au royaume du Saguenay. Au royaume du Saguenay, oui. Mais c'est des mondes vraiment différents, là, parce que la Gaspésie, on parle de mer, on parle de grands espaces. On parle des années début 60 aussi, là. C'est comme... c'était très, très... Beaucoup de paysans, des pêcheurs. Il n'y avait pas beaucoup de culture à ce moment-là. Quand je dis culture, je parle de musique, des théâtres, des choses comme ça. C'était pas l'endroit... Le festival de la Petite-Vallée n'était pas parti encore. Non, ça n'existait pas. Il n'y avait pas grand-chose, en fait, qui existait à ce moment-là. Mais il y avait de la nature qui était là. Et donc, j'ai quitté. J'avais 4 ans. J'ai pas beaucoup de souvenirs de la Gaspésie, mais j'ai quitté pour aller avec mes parents, évidemment, au Saguenay. Donc, j'ai passé toute ma jeunesse à Jonquière, pour être plus précis. Et j'ai commencé mes études au conservatoire de Chicoutimi. J'ai fait pratiquement jusqu'au fin du 3e cycle. Toujours en saxophone? Toujours en saxophone. Qu'est-ce qui t'avait mis un saxophone dans les mecs? Parce que c'est pas un instrument, oui, mais c'est pas toujours évident à jouer. Là. Il y a quand même beaucoup de techniques. On dira qu'est-ce qu'on voudra. Oui, mais mon choix au début, en fait, mon premier instrument, moi, j'ai joué dans les fanfares, la fanfare de Jonquière, à ce moment-là, où on allait dans les rues pour faire, pendant les étés, faire un peu de musique, puis accompagner des événements, des fois. Donc, c'était pas du tout le saxophone. J'étais arrivé trop tard pour choisir un instrument, donc j'ai joué du trombone. Oh! Premier instrument, trombone à coulisses. Les lèvres? Oui, mais j'ai pas aimé, justement. J'aimais pas le contact du cuivre direct sur les lèvres comme ça. Et j'ai longtemps voulu faire... Pendant que je faisais du trombone, je regardais mes copains qui avaient choisi le saxophone, puis j'étais un peu jaloux d'eux. Fait que dès que l'occasion s'est présentée, j'ai choisi mon instrument, le saxophone. Et ça s'est fait en France. Parce que mes parents, à ce moment-là, ont été étudiés en 73. Ils sont allés étudier en France pour 1 an à l'université à Rennes, en Bretagne. Okay, ouais. Et j'ai commencé le saxophone là, en fait. Dans une école spéciale où le matin, on avait un cursus normal, histoire, mathématiques, français, etc. Et l'après-midi, on allait au conservatoire. Donc, j'ai commencé sur les chapeaux de roue, assez intensif dès la première année. Et quand je suis revenu, conservatoire. C'est ça. Puis tu me parles de saxophone classique. Là. Oui. C'est quand même un instrument qui joue dans un orchestre symphonique. Là. Il y a 2 vies. Là. On pourrait dire un saxophone. Oui. Tu as 2 vies. Au Japon, il y a des saxophones dans l'orchestre symphonique. C'est une base régulière. Mais pas, on va dire, en Occident. En Europe, ici, sur certaines compositions, les trucs de Ravel, Moussorgsky, etc., il y a des saxophones, mais c'est ponctuel. Comme dans le boléro de Ravel, oui. Il y a le saxophone soprano, le saxophone ténor aussi. Quand j'étais au Conservatoire de Québec, d'ailleurs, j'avais fait le soprano dirigé par un Espagnol, justement, on avait fait le boléro, puis pour moi, c'était spécial de jouer dans un orchestre symphonique. J'aurais aimé ça, mais c'était pas possible de gagner sa vie dans un orchestre symphonique. Je me suis vite rendu compte que j'aimais beaucoup l'improvisation aussi. Ouais. Donc, j'ai commencé à écouter des musiques de jazz, des amis qui me prêtaient des disques, des choses comme ça, puis j'ai commencé à pratiquer par moi-même l'improvisation. Et c'est à ce moment-là, autour des années 80, où j'ai fait la grande décision, j'ai quitté le conservatoire, un petit peu avant 1980, quitté le conservatoire. J'ai essayé d'aller à McGill, j'ai essayé pendant 2 semaines à McGill, mais à ce moment-là, c'était juste le jazz, swing. Là, on parle de... je comprends. J'ai essayé d'aller dans les institutions, mais finalement, je me suis rendu compte que j'apprendrais plus rapidement et ce que je veux par moi-même. Donc, autodidacte à partir des années 80, tout ce qui est en jazz, l'improvisation, ça, j'ai appris par moi-même. Mais t'avais la base. Ben, j'avais la technique de base, la lecture, l'oreille, on avait fait les dictées musicales, le solfège, etc. Donc, j'ai eu une base incroyable. Au conservatoire, c'était fantastique d'avoir cette base-là. Une base très solide pour aller plus loin, éventuellement improviser, et apprendre avec les maîtres à travers les disques, parce que j'étais encore au Saguenay à ce moment-là. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour jouer.
Donc, avec des amis qui étaient passionnés de cette musique-là, de jazz, on se trouvait en aller voir les bars, puis on a dit, est-ce que ça vous tenterait? Peut-être dans la semaine prochaine, on va faire un petit concert chez vous, on passe le chapeau. Souvent, on nous disait non, mais ça arrivait quelques fois qu'on disait oui. Puis quand je suis arrivé, j'avais pas beaucoup d'expérience quand je suis arrivé à Montréal. Donc là, on parle de 1984. J'avais pas beaucoup d'expérience. J'avais quand même joué un peu, comme je disais, avec mes copains dans les bars, à gauche, à droite. Et, j'avais commencé à étudier l'improvisation aussi, écouter des disques avec les maîtres, John Coltrane, Sonny Rollins, etc., etc. Et quand je suis arrivé à Montréal, donc pas beaucoup d'expérience, mais peut-être une forme d'inconscience, puis une passion très forte de vouloir rencontrer les gens, comme tu disais, rencontrer les gens, aller voir ceux qui jouaient mieux que moi, puis ils étaient beaucoup, et ils sont encore beaucoup, je crois, et d'aller voir comment ces gens-là, ils avaient passé les étapes que moi, j'avais envie de passer. Donc, comme je te disais tout à l'heure, les premiers mois, j'ai joué dans le métro, j'allais faire les jam sessions, il y avait des petits clubs, on passait le chapeau là aussi, donc j'ai vécu assez pauvrement, mais très heureux d'apprendre plein de choses. J'ai appris des tonnes de choses. Et on va se dire qu'après un an, j'ai l'impression que le mot s'est passé un peu. Puis en l'espace de quelques semaines, les groupes importants qui m'ont engagé, comme Vic Vogel, Big Man m'a engagé, Vic Vogel, Jean Baudin, un pianiste qu'on n'entend plus tellement parler, mais un superbe musicien. Bernard Primo, à ce moment-là, son groupe. Guy Nadon. C'est bon, ça, Guy Nadon. En l'espace de quelques semaines, tous ces gens-là m'ont appelé pour faire partie de leur groupe. Pour continuer l'histoire, je suis resté jusqu'à... On parle de 84 à 90, donc à peu près 6 ans. Après, j'ai décidé que là, je commençais à avoir pas fait le tour, je ne veux pas paraître prétentieux, mais j'avais envie de bouger puis d'aller voir encore d'autres mondes, d'autres musiques. Donc, j'ai déménagé à Paris à ce moment-là. Okay. De 92 à 2000, passé une huitaine d'années à Paris, à rencontrer des musiciens de là-bas, évidemment, mais beaucoup d'Africains qui passaient par là aussi à Paris. Parce que beaucoup de la musique jazz, on dira qu'est-ce qu'on voudra. Il y a beaucoup une inspiration africaine. Il y a beaucoup de choses comme ça. Oui. Et la musique européenne aussi, classique. Il y a un mélange intéressant en Europe et évidemment, le jazz américain. Donc, tout ça mélangé, ça fait une musique particulière. Et là aussi, j'ai appris plein de choses, évidemment. Je voyageais aussi beaucoup parce que là-bas, quand on tourne, même si tu es à Paris, quand tu tournes, tu peux tourner en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, etc., etc. Donc, beaucoup d'endroits à jouer. Donc, j'ai pris beaucoup d'expérience. Puis là, tu es revenu ici à Montréal? Autour de 2000, revenu à Montréal. Et c'est là que j'ai décidé que j'en avais un peu assez des grandes villes. Et de ça, moi, je venais du Saguenay, où c'est la campagne, on dit le royaume du Saguenay, la nature est proche. Donc, j'avais un peu la nostalgie de ça. Donc, j'ai dit, je veux quitter Montréal pour aller où? Comme je disais tout à l'heure, je voulais aller... On a fouillé, j'ai fouillé au nord, au sud, à l'ouest. Au nord, au sud, c'était trop cher. On parle d'Estrie, Mont-Tremblant, tout ça, c'était trop cher pour mon petit budget de musicien à ce moment-là. Et j'ai commencé à me promener ici dans la Naudière et je suis tombé en amour carrément avec la région. Parce que pour la beauté du lieu, pour la beauté des lieux, pour l'ambiance aussi qu'il y avait, il y a une espèce il y a une tranquillité, mais en même temps, il y a une énergie qu'on retrouve au Saguenay aussi. Je me demande si je cherchais pas un petit Saguenay autour de Montréal. Au niveau de l'énergie des gens qui ont envie de faire des choses, parce on n'est pas très loin de Montréal. Ils sont ouverts. Ils sont ouverts, mais on a envie d'être un peu... On a une certaine fierté, on va dire, les gens des régions, une certaine fierté de vouloir développer des choses. Et moi, je me promène beaucoup dans le monde, mais ça me manquait de vouloir faire des choses dans ma région, avec les gens qui sont proches de moi. Donc ça, on arrive à l'île de Dautré. C'est ça, exactement, c'est comme ça. Donc, c'est un projet que tu as décidé justement de rendre hommage à ta région. Là. Oui. Tu es rendu un autrien pour vraiment l'Anaudois. Oui. Et tu as choisi vraiment de venir voir ici la MRC et de dire on fait un projet. Je vais me promener. Je me suis promené dans le monde. Je me promène encore dans le monde, mais là, je vais me promener dans mon monde. Ouais, c'est comme une petite différence. Oui, c'est bien. Ça, c'est comme... La région, en plus, m'a inspiré plein de choses. Puis, bon, l'inspiration, quand j'ai eu, on va dire, la commande, quand j'ai eu la possibilité, la possibilité de faire cette suite d'Autré, on appelle ça l'hymne d'Autré, j'ai appelé ça. Une série de morceaux qui illustrent la région,
c'est des impressions de la région. C'est pas une musique descriptive que j'ai fait. On va pas dire, ah, tel morceau, ça correspond au lac Masquinongé, ou à telle rivière, ou à telle colline, telle montagne, telle ville, tel village. Ça, c'est pas du tout une musique descriptive, mais c'est vraiment les impressions que cette région m'a données. Alors, c'est pas juste aussi, c'est évidemment les paysages, mais aussi les gens aussi qui sont ici, l'énergie qui existe. Je peux dire, c'est une musique immersive. C'est pas tout à fait. Tout à fait. C'est comme... C'est tout à fait subjectif. C'est comme... Ce que je chante, moi, les gens, peut-être, ils vont imaginer, quand ils vont entendre la musique, ils vont imaginer d'autres choses reliées avec leur expérience ou leurs émotions propres par rapport à la région d'ici. Donc, c'est une musique ouverte. Et c'est intéressant parce que, justement, le jazz, c'est une musique improvisée, donc on improvise sur le moment. Donc, ça, c'est l'émotion qui est sur le moment, mais... Les compositions sont faites à partir d'impressions qui durent dans le temps. Je propose, moi, en fait, c'est les compositions. Je ne voulais pas écrire des choses trop compliquées parce que, comme je dis, l'improvisation m'intéresse beaucoup. Donc, dans ma musique, l'improvisation prend certainement au moins 3/4 de la place, voire plus. Peut-être 80% de la musique qu'on fait est improvisée. Mais, ceci dit, quand tu écris une hymne d'Autré, par exemple, il faut quand même qu'il y ait le point de départ pour l'improvisation soit assez clair pour que les gens restent dans cette espèce d'impression que moi j'ai voulu transmettre dans les compositions. Et dans l'improvisation, on essaie de rester proche de ça pour essayer de construire quelque chose à partir de ça, à partir de l'impression que j'ai eue des paysages, des gens. Je trouve la beauté du jazz, c'est un peu ça, c'est de proposer un point de départ et éventuellement un point d'arrivée. Et entre les deux, on est libre. Il y a une liberté contrôlée. Ceci, on ne fait pas n'importe quoi, parce que ça n'aurait pas d'intérêt, ça serait toujours pareil. Donc, à partir des compositions que j'ai voulu assez précises au niveau de l'émotion, qu'est-ce que ça pouvait dégager pour que les autres musiciens embarquent là-dedans, puis essayer de développer à leur façon, en dialoguant entre nous, hein, évidemment. Ouais. Il y a toujours, dans l'improvisation, on se parle entre nous. On propose des idées, on propose des chemins, puis c'est pas forcément le bon chemin ou les bons chemins. Donc, mais c'est pour ça que ça prend une grande modestie aussi pour accepter le fait que l'idée que j'ai avancée là, c'est peut-être pas la super bonne idée, mais en même temps, c'est pas des erreurs. On s'en sert de ça pour justement prendre un autre chemin, puis aller ailleurs, puis se promener. À chaque morceau, c'est une petite histoire qui se développe, en tout cas. Et voilà. Je suis beaucoup inspiré de John Coltrane, comme je parlais tout à l'heure, musicien américain. Qui est disparu autour des années 67, donc ça fait un petit moment déjà. Ouais. C'était un des maîtres de la musique, on va dire de l'improvisation en jazz du 20e siècle. C'est vraiment un saxophoniste très, très, très important. Plus que saxophoniste, musicien, parce compositeur aussi, il fait des choses très importantes. Mais je dirais que à partir de ça, tous les gens qui sont ouverts d'esprit, qui ont envie de développer des choses intéressantes, de communiquer avec les gens, d'aller vers les autres. Ces gens-là, je les admire. Ça peut être pas seulement des musiciens, ça peut être des peintres, ça peut être un boulanger aussi, ça peut être tous les gens qui sont comme ça. C'est ça, je comprends. Peu importe ce qu'on fait, c'est la façon qu'on le fait pour moi que je trouve intéressante. Le processus est plus intéressant pour moi que le but, finalement. Je veux développer des liens avec les gens d'ici de plus en plus. C'est peut-être l'âge qui fait ça, je sais pas, mais on revient aux sources. Pour moi, la Naudière, c'est une source, comme le Saguenay, c'est une source. Je viens de là. Je trouve des choses ici que j'avais au Saguenay, je retrouve ici. Et donc, je trouve ça important aussi de redonner ce qu'on a reçu, parce que moi, j'ai reçu plein de choses des gens, du gouvernement. Là, si on parle juste des subventions, tout ça, c'est des sous que les gens, ils travaillent, ils payent des impôts. Je suis redevable envers le Québec, pour moi, même avec le Canada, mais le Québec, je suis redevable à ma région aussi. Donc, je trouve ça normal de redonner aux gens ce qu'on a reçu. Je trouve ça quand même tout à fait dans la logique des choses. Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 juin, à 81 ans, est décédé M. Jacques Godet, époux en première noces de Carole Drapeau, époux en seconde noces de feu Suzanne Lamarche,
et son épouse des 20 dernières années, Isabelle Gervais, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Martin Godet, Édouard Hull, Charles-André Godet, Marie-André Désy, ses petits-enfants Louis Renaud et Frédéric, son frère et sa sœur Claude Godet, Carole Martel, Richard Labrie, sa tante Carmen Boutin, feu Gaston Desrochers, ses nièces Tina, Karine et Cynthia, son frère de cœur Richard Ruel, ses beaux-parents Rénal Gervais et Lucille Bérard, ses cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 22 juin dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. M. Godet sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 juin, à 96 ans, est décédée Mme Thérèse Roy, épouse de feu Laurent Massé et conjointe de feu Hubert Clément, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Barthélemy. Lui a précédé son fils Alain, Lise Comartin, ses sœurs Marie-Marthe, Marie-Claire, Françoise et Marie-Paul et Gertrude. Elle laisse dans le deuil ses filles, Micheline Massé, Guylaine Massé, leurs conjoints, ses petits-enfants, ses très nombreux petits-enfants. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, on poursuit. Petit problème technique. Donc, la famille, oui, voilà, vous accueillera samedi le 29 juillet dès 11 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Roy sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 22, un temps ressenti de 27, environ 10 à 15 mm de pluie. Lundi soir, ce sera de la pluie, une température de 21, un temps ressenti de 25, environ 5 à 10 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera de la pluie, une température de 19, un temps ressenti de 20. Environ 10 mm de pluie. Mardi matin, ce sera de la pluie, une température de 20, un temps ressenti de 22, environ 5 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera nuageux avec orage dispersé, une température de 25, un temps ressenti de 34, environ 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera des possibilités d'orage, une température de 23, un temps ressenti de 29, environ 5 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.